Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Code 24, le magazine francophone de la rédaction de Futur TV, en partenariat avec France 24. Code 24, votre code d'accès à la planète info. Passons tout de suite au sommaire de cette édition. En Afrique du Sud, les disparités perdurent depuis la fin de l'apartheid, y compris en matière d'environnement. Les populations les plus déshéritées se trouvent dans les régions les plus polluées et les choses ne bougent que très lentement. Il y a 5 ans, des manifestations monstres secouaient l'Égypte et aboutissaient au départ d'Hosni Moubarak après une révolte de 18 jours. Très populaire au début de son mandat, le Raïs Abdel Fattah el-Sisi fait aujourd'hui face à de nombreuses critiques. Crise des migrants, la France donne son feu vert à la création d'un camp humanitaire aux normes internationales, une structure qui est en train d'être mise en place sous l'expertise de Médecins sans frontières. Un pari fou, celui de la ville de San Francisco qui souhaite réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici 2020. Une politique ambitieuse qui semble déjà porter ses fruits. Fadlo Khouri prend ses marques à l'université américaine de Beyrouth. Il est devenu fin janvier le 16e président de l'EUB. Une première puisqu'aucun Libanais n'avait occupé ce poste depuis la fondation de l'établissement qui fête cette année son 150e anniversaire. Et c'est l'un des fromages les plus célèbres au monde, le Roquefort, mûri au pied du rocher du Combalou, dans le sud de la France. Visite dans les caves de Delphine Carle, maître raffineur depuis 3 générations. En Afrique du Sud, les disparités perdurent depuis la fin de l'apartheid, y compris en matière d'environnement. Les populations les plus déshéritées se trouvent dans les régions les plus polluées et les choses ne bougent que très lentement. Les centrales à charbon continuent à cracher leur fumée nocive pour produire l'électricité qui alimente la croissance de l'une des plus puissantes économies d'Afrique. Reportage de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. À Johannesburg, les manifestations des écologistes ont parfois l'allure de marches funèbres. Cette manifestation n'a rien d'une célébration. Si le ton est solennel, c'est pour mieux attirer l'attention sur une situation qui ne cesse de se détériorer. Et la chef d'orchestre, la voilà, ancienne militante de l'ANC, Lerato a quelques manifs à son actif. Faites de la place, espacez-vous. Lerato milite depuis 10 ans pour protéger l'environnement dans son pays. Sa bataille ne fait que commencer. Nous exigeons la justice climatique, car ce sont toujours les plus pauvres qui souffrent le plus. On parle ici de racisme écologique. Beaucoup de communautés sont affectées par les mines ou par la pollution causée par des compagnies. Des compagnies qui se sont installées là où vivent ces communautés. Pour nous, les problèmes de l'environnement sont une priorité si on veut assurer la survie de nos populations. Égaux devant le climat, les Sud-Africains ne le sont pas. Nous sommes à Sasolburg, le bourg de Sasol. Cette ville a été construite autour de son industrie pétrochimique. Ses habitants se plaignent de difficultés respiratoires ou de problèmes de peau. Lerato suit de très près la pollution de l'air dans la région. Son amie Tandy, une activiste du quartier, lui explique que la semaine précédente a été catastrophique. Le vent venait de ce côté et quand il soufflait, oh là là, que de la poussière. On ne pouvait même pas nettoyer nos maisons. En fait, ici, on nettoie la nuit parce que le jour, c'est pas la peine. À peine vous balayez que la poussière revient. Même le linge, on est obligé de le faire la nuit. Car juste derrière ce chemin, au cœur de Sasolburg, une mine de charbon à ciel ouvert opère depuis plus de 50 ans. C'est aussi bien sûr une question de prise de conscience. Les gens ne savent pas vraiment ce qui se passe. Et les gens qui sont responsables, le gouvernement ou les conseillers municipaux, ils n'informent pas la population sur l'état de l'air ambiant et ce qui devrait se faire. Ici, des réunions sur la qualité de l'air ont lieu régulièrement, car le gouvernement impose à l'industrie des quotas de gaz carbonique ou de dioxyde de soufre.
Mais rares sont les habitants qui y assistent. Cet ingénieur de Sasol reconnaît que l'air n'est pas conforme aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la santé, mais il affirme que la compagnie ne peut rien faire avant 2020. On est en train de procéder aux évaluations techniques. Notre direction exerce une pression importante pour nous forcer à respecter la deadline de 2020 et éviter qu'on ne redemande un report. Est-ce qu'on sera prêt? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça dépend des solutions techniques qu'on élabore et du temps qu'on mettra à les appliquer. Cela fait 5 ans que les habitants de Sasolburg demandent à l'industrie de réduire la pollution. On vient de leur annoncer que rien ne sera fait à court terme. Ils sont furieux. Ces deux compagnies qui s'apprêtent à demander un nouveau report, ce sont les mêmes compagnies qui nous font des tests de santé quand on postule à un travail chez eux. Et s'ils nous trouvent quelque chose, on n'obtient pas de boulot. Mais nous, résidents de Sasolburg, on tombe forcément malade ici avec la pollution. On a tous de l'asthme ou des problèmes d'yeux. Vous trouvez que c'est juste, vous? Mais Sasol n'est pas la seule compagnie responsable de la pollution. Des centrales thermiques à charbon fonctionnent à plein régime dans la région. Il y en a une bonne douzaine sur un rayon de 250 km. Pretoria dépend à 85% des énergies fossiles pour son électricité. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, car le gouvernement construit encore des méga-centrales à charbon pour alimenter la croissance du premier producteur d'électricité du continent. Dans les locaux d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité, on affirme avoir bien du mal à maintenir la puissance. Tous les 3 mois, la direction passe son grand oral devant les caméras de télévision. Le briefing sur l'état du réseau est retransmis en direct sur toutes les chaînes. Aujourd'hui, nous avons eu 99 jours avec seulement 2h20 de délestage. L'important est d'éviter toute panne d'électricité. Dans cette course aux mégawatts, la transition vers des énergies propres est envisagée, mais ça n'est pas une priorité. À Eskom, on a mis de côté 1 milliard de rand pour faire de la recherche sur les énergies renouvelables. Trouver un moyen de les rendre plus efficaces, d'optimiser leur rendement de sorte que dans les 20 prochaines années, on puisse réduire notre dépendance au charbon. En Afrique du Sud, de nouveaux projets énergétiques voient le jour tous les mois, car on demande au secteur privé d'entrer dans la danse. Eskom achète désormais de l'électricité aux producteurs indépendants. Ici, c'est une société financée par des capitaux français qui vient de passer contrat avec Pretoria. Elle vend désormais son électricité aux Sud-Africains. Et quand il y a une période, comme on a eu en Afrique du Sud, une période avec un peu de coupure, on a vu que ça a un peu aidé à certaines prises de décision par la suite. Donc c'est un partenariat aussi, je crois qu'il faut le souligner, entre les autorités publiques et les investisseurs privés, les fabricants d'éoliennes, etc., de panneaux solaires. Et finalement, voilà, tout le monde est en train de faire des efforts pour essayer de développer autant de projets que possible, qui seront autorisés bien sûr par les autorités sud-africaines. Les investisseurs étrangers se précipitent pour répondre aux appels d'offres qui se multiplient. Dans le domaine solaire également, nous sommes ici dans le plus grand parc photovoltaïque de l'hémisphère sud. Plus de 200 000 panneaux se succèdent. Les gens étaient très sceptiques qu'on puisse faire autant et si rapidement. Mais ça marche. Et maintenant, ça fait 3 ans. Cette ferme solaire de 300 hectares continue de s'agrandir. La société Solar Capital entend bien profiter de toutes les opportunités. Pretoria envisage de tirer 12% de son électricité des énergies renouvelables d'ici 2020. Nous sommes près de 10% de capacité installée en termes d'énergie renouvelable. Donc on se rapproche. Nous ne sommes qu'à quelques années d'être complètement opérationnels. Et je pense qu'avec la bonne impulsion, on peut y arriver. Les parcs solaires poussent comme des champignons dans les déserts sud-africains. Pretoria est passé l'an dernier au 10e rang mondial des producteurs d'énergie solaire. Mais quand vient le soir, tout le monde a peur du moment où le soleil se couche. Le pays craint d'être un jour plongé dans le noir. Blackout est un livre que les Sud-Africains s'arrachent
Son auteur est très inquiet. J'ai écrit un chapitre entier qui a un titre terrible. Je l'ai appelé « La mort du futur ». Bon, je ne sais pas trop à quoi je pensais en écrivant ça. Pour cet analyste, l'Afrique du Sud a beau faire des efforts, elle n'arrivera pas à fournir suffisamment de puissance pour gérer sa croissance. Sa dépendance par rapport au charbon est incontournable. Le pays va rester le premier pollueur du continent et les populations pauvres en seront les premières victimes. Le seul moyen de réduire notre empreinte carbone, c'est de dire qu'on va construire un socle nucléaire de sorte qu'on puisse fermer les centrales à charbon. Je pense que c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement est si déterminé à payer la facture nucléaire. C'est le seul moyen pour eux de respecter les promesses qu'ils ont faites en matière d'environnement. Mais construire 6 à 8 réacteurs nucléaires en Afrique du Sud n'est pas du goût de tous. Ce symposium sur la nucléarisation de l'Afrique réunissait le mois dernier à Johannesburg des experts du monde entier. Tous s'accordaient à penser que le nucléaire n'est pas une solution pour l'Afrique, qui est le continent le plus affecté par les changements climatiques. Le coût de l'électricité solaire est aujourd'hui 2 fois moins cher que celle du nucléaire. Et pour Michael, qui vient de publier un rapport exhaustif sur l'industrie, le choix sud-africain est anachronique au moment où les pays européens se désengagent. La durée de construction des 40 derniers réacteurs qui ont été mis en fonctionnement dans le monde ces 10 dernières années est de 9 ans et demi. Donc, il nous faut déjà compter 10 ans pour la construction. Et ça, c'est juste pour la construction. Il faut penser au reste, aux permis, aux études sur l'impact environnemental, aux diverses procédures. En fait, il faut au moins 15 ans par centrale. C'est beaucoup trop long pour donner une réponse aux conditions climatiques que l'on voit se détériorer tous les ans. Et qui dit nucléaire, dit uranium. L'Afrique du Sud a plus de 5% des réserves mondiales. Dans la banlieue de Johannesburg, la radioactivité des sols est souvent supérieure à la normale. Les Sud-Africains sont les seuls à posséder une centrale nucléaire sur le continent. S'ils en construisent plus, ils exploiteront leurs réserves d'uranium. Les écologistes s'inquiètent pour la santé des populations qui ont érigé des bidonvilles sur les sols radioactifs. Leur sécurité est déjà bien négligée par les autorités. Les communautés savent que la terre est dangereuse, mais les coutumes ancestrales ne faiblissent pas. Les femmes qui ont l'habitude de se faire des masques d'argile continuent comme si de rien n'était. Je le mets parce que j'ai des boutons. On ne m'a pas dit que ça n'était pas bon, parce que c'était la terre des mines. Mais je n'ai rien d'autre à me mettre sur le visage. Rien qui ne soit bon. Alors je prends la terre parce que si je ne mets rien pour me protéger du soleil, alors mes boutons me font vraiment mal. Patience n'a évidemment pas pu suivre les débats de la conférence sur le climat qui s'est tenue en décembre à Paris. Mais quand on lui parle de justice climatique ou de racisme écologique, elle sait exactement ce que cela signifie. Les déchets miniers se déversent sans grand traitement dans les rivières de son village. Entre la protection de l'environnement et la course à l'industrialisation, les Sud-Africains ont bien du mal à gérer leur croissance. Patience, elle, porte bien son nom. Elle attend que les conditions de sa vie s'améliorent. Sous l'apartheid, seulement la moitié des Sud-Africains avaient accès à l'électricité. Malgré tous les efforts du parti de Nelson Mandela, un Sud-Africain sur 5 attend encore d'être relié au réseau du reste du pays. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Il y a 5 ans, des manifestations monstres secouaient l'Égypte et aboutissaient au départ d'Hosni Moubarak après une révolte de 18 jours. S'en est suivie une longue période d'instabilité politique et l'élection du premier président démocratiquement élu de l'Égypte, l'islamiste Mohamed Morsi. Un président très controversé et chassé du pouvoir il y a 2 ans par les militaires.
et qui ont repris les rênes du pays avec Abdel Fattah el-Sisi à la présidence. Cette reprise en main s'est accompagnée d'une répression féroce contre les opposants au régime. Plus de 1500 morts et 40 000 personnes emprisonnées. Le prix à payer selon les soutiens du régime pour sauver l'Égypte. Mais très populaire au début de son mandat, Abdel Fattah el-Sisi fait aujourd'hui face à de nombreuses critiques. Il est donc pas venu à bout du terrorisme qui s'est développé ces 2 dernières années et les résultats économiques ne sont pas au rendez-vous. Conscient que l'état de grâce est fini, le régime a accentué la répression à l'approche de l'anniversaire de la Révolution. Ces derniers jours, des milliers d'appartements perquisitionnés et plusieurs centaines d'arrestations au Caire. Reportage de Assia Chihab et Éric de la Varenne. Ce mur de graffiti en bordure de la place Tahrir est l'un des derniers vestiges de la révolution de 2011. Les martyrs et les principaux épisodes du soulèvement égyptien y sont représentés. Mais il y a 3 mois, des travaux ont commencé pour détruire ou repeindre le mur. Bientôt, il ne restera plus rien de ce mémorial. Ils effacent l'histoire. Les gens ont fait la révolution et cette rue en a été le témoin. Ces graffitis sont la preuve de cette révolution. Maintenant, ils l'effacent pour pouvoir dire qu'il n'y a pas eu de révolte. Aujourd'hui, tout rassemblement est interdit en Égypte, y compris pour commémorer la révolution. Le régime, avec un important déploiement sécuritaire, cherche à étouffer les germes d'une nouvelle contestation qui est d'ailleurs loin d'être plébiscitée. Ça fait 5 ans qu'on n'a pas de travail. Si quelqu'un aujourd'hui venait à jeter un cocktail Molotov sur le magasin ou dans la rue, ça nous apporterait quoi? Ce sont des jeunes qui sont payés pour semer le trouble. Les jeunes gens respectables ne feraient jamais une chose pareille. L'État doit faire régner la discipline. La révolte, ça suffit. Nous, on veut juste vivre. Début janvier, un nouveau Parlement s'est réuni après 3 ans d'absence. Un retour à la normale et à l'ordre ancien. Lors de la séance inaugurale, on a pu voir des députés dénigrer publiquement la révolution du 25 janvier, pourtant reconnue par la Constitution. La nouvelle Assemblée compte majoritairement des partisans du président Abdel Fattah el-Sisi et des proches de l'ancien régime. Pour eux, la véritable révolution est celle du 30 juin 2013, date à laquelle les militaires ont chassé les frères musulmans du pouvoir après des manifestations de masse. Le mouvement du 25 janvier a été planifié en dehors d'Égypte. C'est pour ça que je rejette cette révolution. On a un président intelligent et qui est patriotique. On a un parlement qui a été élu démocratiquement. Donc je pense que l'Égypte a réussi à déjouer le plan occidental qui cherchait à détruire l'État égyptien, comme il l'a fait en Irak, au Yémen, en Libye ou en Syrie. Dans ce climat hostile à la révolution du 25 janvier, la chasse aux opposants se poursuit. Les islamistes, mais aussi les révolutionnaires laïcs, sont considérés comme des traîtres par le régime. Mohamed Ali est membre du 6 avril, un mouvement qui a joué un rôle clé dans la révolte. Le groupe, accusé d'espionnage et d'atteinte à l'image de l'Égypte, est aujourd'hui interdit. Là, c'est Rami El-Saïd. Il a été condamné à 25 ans de prison. Et là, c'est Amr Ali, arrêté lui aussi pour avoir appelé à la grève. Tous ses amis et les leaders du mouvement sont actuellement emprisonnés. Mohamed Ali a quitté son domicile pour ne pas risquer de se faire arrêter, lui aussi. Le mouvement du 6 avril poursuivra sa lutte. Peu importe la répression et le nombre de personnes qu'ils arrêtent. C'est une question de principe. On continuera à lutter contre la corruption jusqu'au bout. Les espaces de liberté sont aujourd'hui réduits et la répression plus forte que sous l'ère Moubarak. Mais il existe quelques bulles de résistance. Dans le paysage médiatique actuel, largement acquis au régime, le site d'information Madame Asr est l'un des rares médias indépendants. Bien sûr que c'est compliqué. On sait qu'il y a des sujets qui peuvent entraîner l'interdiction du journal et notre fermeture. On en discute souvent, mais à chaque fois on se dit que si on commence à se mettre des barrières, à s'interdire de parler de certains sujets parce que ça peut nous créer des ennuis, alors il n'y a plus de sens à notre journal. Alors que des lois antiterroristes très sévères sont des entraves à la liberté d'expression et que de nombreux journalistes sont derrière les barreaux, Madame Asr continue son travail.
Le peuple égyptien, et nous aussi, nous avons ressenti ce que c'était que d'être dans une position plus confortable. On a appris à discuter librement de certains sujets et de ne pas avoir peur de toucher à tous les sujets qui nous intéressent. Alors oui, janvier 2011 nous a donné le goût de la liberté et on n'est pas prêt d'abandonner ça. Beaucoup d'activistes qui ont mené la révolution sont aujourd'hui en prison, en exil ou contraints à la plus grande discrétion. Mais sur Internet, dans les universités ou dans les usines, la contestation n'a pas disparu et l'esprit du 25 janvier survit. Direction Israël et les territoires palestiniens occupés. Le scénario est presque toujours le même. Un assaillant palestinien commet un attentat contre des Israéliens. Dans les semaines suivantes, ses parents voient les bulldozers israéliens entrer en action et détruire la maison familiale. Depuis octobre dernier et cette nouvelle vague d'attaques, le gouvernement israélien a remis au goût du jour les démolitions punitives. Une mesure controversée, longtemps abandonnée, car elle avait pour effet principal de renforcer la colère des Palestiniens. Alors pourquoi le gouvernement y a-t-il recours à nouveau, largement, depuis quelques mois? Comment les Palestiniens s'organisent-ils face à ce qui leur apparaît comme une punition collective? C'est le focus du jour et il est signé Pierrick Laurent avec Edith Tiansen. Chaque jour, Shafik Halabi revient avec son fils Mustapha sur cet amas de béton et d'acier, les restes de la demeure familiale. Le 9 janvier dernier, les bulldozers israéliens ont rasé en pleine nuit cette maison de 3 étages. Ils pensent que détruire ma maison va me mettre en colère? Sûrement pas. Je suis triste à cause de la mort de mon fils. Est-ce qu'une simple maison va vraiment me rendre triste? Et ces racistes pensent qu'en faisant cela, ils peuvent arrêter les attaques? Non, ça ne va faire qu'augmenter le nombre des attaques. La maison a été détruite en réponse à l'attaque perpétrée par Mohamed, l'un des fils Halabi. Début octobre, il assassine 2 juifs orthodoxes dans la vieille ville de Jérusalem avant d'être tué par la police. L'une des premières attaques au couteau de la vague de violence qui dure depuis 4 mois. Rapidement, le gouvernement israélien annonce que les familles des assaillants palestiniens verront leur maison détruite. Ce n'est pas une mesure punitive, c'est une mesure dissuasive. Et nous avons déjà observé dans plusieurs cas que la famille elle-même a contacté les autorités israéliennes et a dénoncé une personne qui planifiait une attaque terroriste, parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit ensuite démolie. L'efficacité de ces destructions est pourtant contestée depuis des années. Durant la seconde intifada, plus de 660 maisons sont rasées. Mais en 2005, l'armée finit par y renoncer, car la mesure renforce aussi la colère des Palestiniens. Dans le nouvel appartement qu'ils louent, les Halabi reçoivent la visite du psychologue d'une association. Il veut savoir comment la famille réagit à la mort d'un des leurs et à la destruction de la maison. Comment se comportent vos enfants? Mustapha n'est pas un enfant très bavard. Mais je suis sa mère et je vois bien qu'il est affecté par la situation. À 9 ans, Mustapha est le cadet de la famille. Il considère son frère Mohamed comme un exemple. Je veux être avocat comme lui, pour protéger nos terres, notre pays. Si Dieu le veut, d'ici demain, la Palestine sera libre. Pour certains observateurs, ces destructions punitives sont contre-productives, car elles attisent l'esprit de vengeance. Mais selon cet analyste, le gouvernement est à court d'options face à des attaques perpétrées par des individus isolés. Il n'y a pas d'organisation derrière ces attaques, pas de quartiers généraux que vous pouvez cibler. Donc l'idée, c'est surtout de montrer à la population israélienne que le gouvernement fait quelque chose. Depuis octobre, Israël a détruit 29 maisons qui appartenaient aux familles d'assaillants palestiniens. Mais pour les organisations de défense des droits de l'homme, la mesure est problématique au regard du droit international.
Une puissance occupante ne peut pas imposer de punition collective. Celui qui a perpétré une attaque doit être porté devant la justice, mais sa famille ne peut pas être touchée. C'est illégal de punir l'épouse, la mère, les enfants ou les frères et sœurs d'un individu pour l'acte que lui seul a commis. Face à une mesure collective, la réponse côté palestinien est venue de la rue. Lorsque la maison des Halabi a été détruite, les voisins ont voulu témoigner leur solidarité. Face à l'afflux de dons, plusieurs familles ont organisé en plein centre de Ramallah une grande collecte sur plusieurs jours. De l'argent, mais pas seulement. Si j'ai une cimenterie, j'offre du ciment. Si je gère une carrière, je peux offrir des pierres. D'autres sont plombiers ou électriciens, ils vont offrir leurs services pour reconstruire la maison. Chacun donne à sa façon, mais le seul vrai problème que l'on rencontre ici, c'est de trouver un terrain pour reconstruire. Car Israël nous interdit de rebâtir la maison au même endroit. Ici, Mohamed Halabi est devenu un symbole de la lutte contre Israël. Et la destruction de sa maison ne fait que renforcer la sympathie dans toutes les couches de la société. C'est un devoir pour nous, pour tout Palestinien qui vit avec honneur, c'est un devoir national. C'est pour que nous soyons plus unis, par solidarité. Mohamed est un héros pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous donner un peu d'argent, c'est le moins que l'on puisse faire. Ils ont détruit sa maison et on devrait aider sa famille. À l'heure actuelle, les dons ont atteint l'équivalent de 150 000 euros. D'autres collectes de ce type ont aussi été organisées ailleurs en Cisjordanie pour d'autres familles, notamment à Naplouse ou à Jenin. Il est devenu la voix des Palestiniens. Le succès de Mohamed Assaf, vainqueur d'Arab Idol en 2013, dépasse le cadre artistique. Symbole de tout un peuple, son histoire a inspiré un film. La première a eu lieu fin janvier en Jordanie. Il était d'ailleurs présent et acclamé comme une star. Mounia Benaïssa nous en dit plus. Il ne figure pas au casting du film, c'est pourtant lui que les fans acclament. Mohamed Assaf, vainqueur du concours Arab Idol, est venu assister à la première de son biopic. Je voudrais que mon histoire apporte de l'espoir et pousse la jeunesse arabe à suivre ses rêves, et tout particulièrement la jeunesse palestinienne qui vit dans des conditions difficiles sous l'occupation. Son histoire débute en 2013. Âgé de 22 ans, Mohamed Assaf anime jusque-là les fêtes de mariage. Il décide alors de se rendre en Égypte, participer aux auditions d'un concours musical très populaire dans le monde arabe, Arab Idol. Après un voyage semé d'embûches, il décroche son ticket d'entrée à l'émission. Sa voix, qui rappelle celle des grandes figures de la chanson arabe, séduit les membres du jury. Le 22 juin 2013, Mohamed Assaf est déclaré vainqueur de la compétition. Les Palestiniens exultent. J'aimerais que mon fils soit comme Mohamed Assaf et qu'il représente son pays. Son retour à Gaza est un événement national. Qualifiant l'émission de blasphématoire, le Hamas refuse de célébrer la victoire de l'enfant du pays, mais le mouvement islamiste se garde de critiquer la nouvelle star palestinienne. Acclamé à Gaza et en Cisjordanie, le jeune crooner a réussi là où les politiques ont échoué, unir tous les Palestiniens. La victoire de Mohamed Assaf donne aux Palestiniens un grand espoir au regard de la situation politique. C'est leur seul succès ces derniers temps, parce qu'il est vraiment une voix pour la Palestine. Et nous sommes des gens qui aimons la vie et qui voulons vivre en paix. Mahmoud Abbas le nommera dans la foulée ambassadeur de la culture et des arts. Aujourd'hui, rien ne semble arrêter le jeune chanteur palestinien. Mohamed Assaf pourrait bientôt faire ses premiers pas au cinéma en tant qu'acteur. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Les milliers de migrants qui tentent de traverser la Manche et rejoindre clandestinement le Royaume-Uni ont établi des camps d'infortune sur le littoral nord de la France. Le plus connu est celui de Calais, surnommé la jungle.
Mais à moins de 40 km de là, à Grande-Synthe, près de Dunkerque, se trouve un autre village de tentes et de cabanes. Il existe depuis 2006 et ne regroupait qu'une centaine de personnes jusqu'à cet été. Depuis, ce sont près de 3000 migrants qui survivent dans des conditions de vie déplorables, jugées pires que celles de la jungle. Face à cet afflux et à l'urgence humanitaire, le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, est monté au créneau pour convaincre l'État de mettre en place un lieu décent où les accueillir. Après des mois d'entente, il a obtenu le 23 décembre une entrevue avec le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, à l'issue de laquelle les pouvoirs publics ont donné leur feu vert à la création d'un camp humanitaire aux normes internationales. Une structure qui est en train d'être mise en place sous l'expertise de Médecins sans frontières. Sur place, le reportage de Karim Akiki et Julien Sauvaget. Bassem s'active entre deux averses. Il a enfin trouvé de quoi améliorer sa vie. Ce réfugié sait à peine tenir un marteau, pourtant il doit faire vite. L'hiver arrive à Grande-Synthe. Avec des bouts de ficelle, cet ancien coiffeur kurde confectionne un abri pour sa tente. Trop tard, l'eau s'infiltre partout et la terre s'est transformée en une boue collante. C'est très difficile, très dur. C'est vraiment très sale. Ce n'est pas une vie. Ce camp, un choc pour Bassem et sa femme. Déprimée, Amira passe son temps à dormir au fond de la tente. La jeune femme ne supporte plus de vivre dans ces conditions. C'est ma femme. Elle est à l'intérieur, elle dort. Elle est malade, elle a mal au dos, mal à la tête, et en plus elle est enceinte. Elle ne mange plus, et elle pleure tous les jours. En quelques mois, le camp est passé de 70 à 2500 personnes. Avec seulement 2 points d'eau et une dizaine de toilettes et de douches. D'ailleurs, pas d'eau chaude dans ces sanitaires. Depuis peu, des ONG comme Médecins sans frontières proposent 60 consultations par jour. Les cas de brûlure sont très fréquents. On fait un suivi de pansement sur 2 jours, tous les 2 jours, pour voir l'évolution et puis pour éviter le risque infectieux dû à toutes ces conditions précaires du camp. C'est très difficile, mais bon, on fait au mieux. Plus de la moitié des réfugiés sont kurdes. Ils disent avoir fui l'Irak, Mossoul, devenue capitale de l'organisation de l'État islamique. C'est vrai qu'il y a la barrière de la langue, mais par moment, soit on met de la musique, soit on essaye de s'apprendre des mots en anglais, soit en kurde parce que le monsieur parle kurde, ou alors le français. Enfin, on essaye d'établir un lien pour qu'il y ait quand même une communication. Pour les associations sur place, la situation est pire qu'à Calais. Impossible de servir un repas chaud par jour à 2500 personnes. 200 enfants tentent de survivre dans le froid glacial. Ali a 10 ans, il attend sagement le dîner. Son père Farah nous invite à voir l'intérieur de la tente, quelques couvertures posées sur un sol humide et pas de chauffage. Il y a de l'eau partout, regarde, c'est pas une vie ça. C'est encore plus difficile la nuit. Mon fils est toujours malade, il tousse, il a des maux de gorge. On n'a que ça pour se chauffer, mais ça marche avec du gaz. Alors qu'on n'a pas de gaz, on ne peut pas se chauffer. Farah et sa famille ne désirent pas rester en France. Il veut à tout prix rejoindre des cousins en Grande-Bretagne. Pour aller en Grande-Bretagne, nous devons payer 3 000 € par personne. Alors nous 3, ça fait 9 000 €. On se débrouille. Heureusement que c'est ma famille qui m'aide. Ici, en France, on ne veut pas de nous. On ne nous donne pas de papier, mais en Grande-Bretagne, c'est mieux. On a du travail, un titre de séjour. Le camp grandit si vite qu'il touche maintenant le centre-ville de Grande-Synthe. Complètement dépassé par la situation, la mairie en appelle à l'État. Résultat, Damien Carême, le maire, a pris une décision radicale. Une première en France, la création officielle d'un camp de réfugiés. Pour éviter le désastre du bidonville de Calais, à 40 km d'ici.
Je me sers aussi de l'expérience de Calais, où finalement rien n'a été pris en charge pendant des années. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 4 ou 5 000 réfugiés sur le terrain, livrés comme ça à eux-mêmes dans des conditions insupportables. Mais celles qui, sur les grandes Saintes, sont insupportables aujourd'hui, inhumaines. Donc moi, je veux prendre les devants, installer quelque chose de correct, qui réponde aux normes humanitaires internationales, en termes de sanitaire, en termes de douche, en termes de services qu'il faut apporter, et petit à petit résorber ce camp. 500 tentes chauffées comme celle-ci vont être installées dans le futur camp aux normes de l'ONU. Coût du projet, 2,4 millions d'euros, entièrement financé par MSF et la mairie de Grande-Synthe. Un maire en France qui doit gérer un camp de réfugiés, enfin, je ne l'imaginais pas quand j'ai postulé il y a encore un an aux dernières élections municipales. Mais on doit faire face, parce que moi je ne peux pas laisser ces personnes dans l'état inhumaine dans lequel ils vivent aujourd'hui. C'est impensable. Moi, je veux pas qu'il y ait de mort, de froid, de faim sur mon territoire, quelle que soit l'origine, quelle que soit d'où viennent les gens. Dans le meilleur des cas, les réfugiés vont devoir attendre au moins 5 semaines pour sortir de ce bourbier. Le temps de mettre aux normes le nouveau site. En attendant, l'offensive de l'hiver ne devrait rien arranger. La ville de San Francisco s'est lancée en pari fou, réduire le gaspillage et recycler 100% de ses déchets d'ici 2020. L'objectif, éviter d'utiliser des décharges ou des incinérateurs très polluants et qui émettent beaucoup de CO2. Une politique ambitieuse qui semble dès à présent porter ses fruits. Un reportage signé Valérie Defer et Sébastien Vuagnard. Dès l'aube, le balai des camions poubelles commence. À San Francisco, les éboueurs comme Vern réalisent une collecte bien plus minutieuse qu'elle n'y paraît. La poubelle verte sert à mettre les déchets qui se compostent, comme la nourriture, les feuilles et le bois, mais sans peinture ni clous. Et celle-ci est pour les déchets recyclables. Ici, le recyclage est obligatoire. Et s'il y a une erreur de tri, Vern laisse une petite note au propriétaire. Si vous mettez des déchets ou des matières recyclables dans la poubelle verte, on leur met une note pour les prévenir que ça va dans la poubelle noire. On entoure la poubelle qui a été contaminée. Les déchets recyclables sont ensuite acheminés dans ce gigantesque hangar, alimenté par des panneaux solaires. Ici, les tapis roulants et les petites mains trient chaque jour 600 tonnes de plastique, de verre et de papier. Le recyclage crée 10 fois plus d'emplois que les décharges ou les incinérateurs. Et les coûts sont similaires si vous ramassez les ordures pour la décharge, pour les incinérateurs ou pour les recycler et les composter. Compactés, les déchets sont ensuite revendus, une source de revenus de plusieurs centaines de milliers d'euros chaque année. Et si San Francisco est une pionnière en recyclage, c'est grâce à la mobilisation de ses 850 000 habitants. Et donc ça, c'est compostable, c'est fait avec du maïs, je crois. Et donc avec ça, on peut utiliser ça pour notre compost. Dans sa cuisine, Marc fait très attention à ses déchets. Il est un trieur de la première heure. Vous avez combien de poubelles dans votre cuisine exactement? 2 poubelles, une seule, celui-là. Une poubelle, un petit truc pour le recyclage, et puis pour le compost, c'est tout. Volonté politique forte et une prise de conscience collective, San Francisco est passé en 10 ans de 40 à 80% de déchets recyclés. C'est important parce qu'il faut diminuer notre empreinte. C'est une habitude. Tu prends ta douche, tu recycles, c'est des choses que tu fais au quotidien. Il n'y a rien d'exotique ou spécial. Le succès de la politique zéro déchet de San Francisco réside surtout dans sa production de compost à grande échelle. C'est chaud, c'est encore en train de fermenter. Ici, on récupère tous les déchets organiques des restaurants et des résidents. Nous récoltons les déchets organiques de la ville, comme les coquilles d'œufs ou les pelures d'orange et les croûtes de pain.
Et nous le transformons en ce merveilleux compost que nous revendons ensuite aux fermiers. Après 60 jours de fermentation, ce nouvel or noir, comme on l'appelle ici, est vendu à des agriculteurs biologiques. Oh, tout ça m'a l'air très bien. Oui, il est de très bonne qualité et surtout il n'y a presque pas de bouts de plastique. 30% moins cher que les pesticides, le compost aide aussi à lutter contre la sécheresse qui sévit depuis 4 ans en Californie. Une quantité de ce compost contient 8 quantités d'eau. Ça nourrit le sol et les minéraux rendent ce sol sain. Et donc les plantes vont mieux pousser. Récupérer les déchets alimentaires des villes pour nourrir les cultures et les sols. Un cycle écologique exemplaire qui pourrait entraîner d'autres grandes villes dans le sillage de San Francisco. On parle beaucoup de la pollution en Chine, mais un pays connaît le même sort, l'Iran. Depuis déjà plusieurs semaines, les Iraniens ont ordre de rester chez eux ou de sortir masque sur le nez. En cause, un pic de pollution alarmant causé par la situation géographique de la capitale iranienne et des véhicules hors d'âge encore en service dans les rues. Reportage à Téhéran de Myriam Pirzadeh et Mahmoud Ahmedi. Ils sont sortis malgré l'air, irrespirable. Masque sur le nez ou protection de fortune, les Téhéranais ont pris l'habitude des pics de pollution. Mais cette fois, tous les visages sont tendus vers le ciel. La pluie est attendue de pied ferme pour dissiper les nuages de pollution. Je pense que d'ici 1 ou 2 semaines, on va tous finir par attraper un cancer. Alors j'aimerais que le gouvernement nous donne un peu de répit en empêchant les voitures de circuler. L'année dernière, on distribuait une essence de bonne qualité. Cette année, ce n'est pas la même chose. En cause, principalement ces motos qui slaloment entre les voitures pendant les embouteillages, l'eau quotidien des 14 millions d'habitants de la capitale. Entre 16 et 21 heures, il faut s'armer de patience pour traverser la ville. Alors forcément, les émissions de gaz d'échappement viennent gonfler les taux déjà très importants. Et pour les spécialistes, il y a un facteur aggravant, les sanctions économiques qui pèsent sur le pays. Certains constructeurs automobiles comme Peugeot ont dû quitter le pays. Et donc les programmes d'amélioration de qualité des voitures qui devaient être mis en place n'ont jamais eu lieu. Mais il n'y a pas que cela. Téhéran est situé dans un étau protégé par des montagnes et c'est bien à cela que les Téhéranais jaugent le taux de pollution, si les montagnes restent invisibles ou non derrière les nuages. Autre indicateur, ces panneaux qui ont fait leur apparition il y a plusieurs années. Chaque jour, à 11 h du matin, les taux de gaz ou de particules fines sont indiqués et pour le moment, aucune solution n'a été trouvée pour les faire baisser. Il y a bien eu une proposition, choisir une capitale politique et une autre économique. Mais pour le moment, ça n'a mené nulle part. Alors on essaye de limiter les constructions des bâtiments et de contrôler l'arrivée d'habitants d'autres provinces. Selon les autorités iraniennes, l'an dernier, Téhéran n'a connu qu'un quart de jour seulement, sans pollution. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Le professeur Fadlo Khouri prend ses marques à l'université américaine de Beyrouth. Il a été intronisé fin janvier, 16e président de l'EUB. Ce fils d'une famille de notables originaire du Sud-Liban est le premier Libanais à occuper ce poste. Il succède à Peter Dorman à la tête de l'une des plus vieilles institutions académiques du pays. L'EUB fête cette année son 150e anniversaire. Le récit de Philippine de Clermont-Tonnerre. Des applaudissements nourris pour le professeur Fadlo Khouri, 16e président de l'université américaine de Beyrouth. Ce fils d'une famille de notables originaire de Marjeyoun au Liban Sud est le premier Libanais à occuper ce poste. À mon avis, il est très important que le nouveau président soit libanais, car cela signifie que l'université américaine de Beyrouth devient désormais l'université américaine pour Beyrouth et pour le monde arabe.
Il est très important qu'une figure du monde arabe dirige une institution aussi prestigieuse que l'Ayyoubi. Pionnier en chirurgie, auteur de différentes études et recherches médicales, Fadlo Khoury succède à Peter Dorman à la tête de l'une des plus vieilles institutions académiques du pays. L'Ayyoubi fête cette année son 150e anniversaire. En 150 ans, cette université a eu une grande et profonde influence sur le Liban, le monde arabe et le monde dans son ensemble. Nous avons eu l'honneur de servir cette université et nous allons non seulement sauvegarder sa culture, mais aussi sa responsabilité, celle d'être une référence en matière de civilisation pour le Liban et le monde arabe. L'université pour tous, c'est l'objectif que s'est fixé le nouveau maître de l'Ayyoubi. Une vision conforme aux souhaits des missionnaires protestants américains qui ont fondé l'université en 1866. Pour tous, sans état de classe sociale, sans souci de couleur, de nationalité ou de religion, tout homme, blanc, noir ou jaune, chrétien, juif, musulman ou athée, peut s'inscrire et avoir tous les avantages de cet établissement. L'arrivée du nouveau président suscite énormément d'espoir au sein de la communauté estudiantine. Celle-ci proteste depuis plusieurs années contre l'augmentation significative et continue des frais universitaires. Le plus gros problème auquel nous faisons face depuis 2 ans est l'augmentation irrationnelle des frais universitaires et la plupart des étudiants ne sont pas en mesure d'obtenir une aide financière. C'est notre principale demande. Qui sait si le nouveau président pourra atteindre cet objectif et s'il pourra changer les choses? Il doit y avoir une relation transparente entre la direction et les étudiants. Cette relation n'existe pas actuellement. En 2014, le campus avait été paralysé par une grève après l'annonce d'une nouvelle hausse de 6% des frais de scolarité. 150 ans plus tard, l'université pour tous menacerait donc de se transformer en campus pour riches. Selon l'association des critiques et journalistes de bande dessinée, les femmes ne représentent que 12,4% de la profession. Mais elles sont déterminées à ne pas se laisser faire. Portrait de 2 dessinatrices françaises engagées avec Pauline Dame et Valériane Gauthier. Science-fiction, histoire, humour ou encore polar, entre toutes ces BD, a priori aucun point commun. Pourtant, à y regarder de plus près, un seul trait de crayon, celui de dessinatrices engagées contre le sexisme et qui comptent bien se frayer un chemin dans un univers encore dominé par les hommes. Bonjour, entrez, c'est par là. Lisa Mandel s'est lancée dans le 9e art en 2003. Là, je travaille sur l'adaptation en bande dessinée d'une enquête sociologique sur le milieu du porno. Un genre peu banal pour une femme, diront certains, et c'est bien ça qui l'agace. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on dise voilà une bande dessinée burnée, bien burnée, une auteure bien couillue, parce que voilà ma BD elle s'inscrit pas du tout dans une ligne féminine entre guillemets, un peu douce, un peu introspective, un peu légère, un peu à fleur de peau. Un machisme et une étiquette de femme qui lui colle au crayon. Le sexisme, il se traduit plutôt par les initiatives un peu foireuses, entre guillemets, que peuvent avoir certains salons, certains médias, certains organisateurs qui trouvent que voilà, qui manquent un peu d'idées, je pense, et qui trouvent que les femmes et la BD, c'est vraiment un super sujet. Et quand ça fait la 15e fois qu'on nous invite à des salons sur cette thématique, on en a un peu marre, quoi. Pour combattre ces clichés, elle participe en 2015 à la création d'un collectif de dessinatrices nommé BD Égalité, avec un message on ne peut plus clair. Ce mouvement revendique 147 dessinatrices sur les 173 que compte la profession en France, parmi elles Pénélope Bagieux. Connue pour ses personnages féminins bourrés d'humour, exposés dans cette galerie parisienne, des créations qui lui ont souvent valu l'étiquette d'album girly. Quand on sait que l'auteur est une femme, on va plutôt dire que c'est une BD de fille. Déjà, rien que ce mot de fille, ça passé un certain âge, ça devient un peu ridicule, mais personnellement, je lis beaucoup de bandes dessinées et je pense que je me suis jamais préoccupée de savoir si elle avait été écrite par une femme ou pas, et surtout si elle avait été écrite pour moi ou pas, en fait. Engagée et culottée, comme le nom du blog dessiné qu'elle vient de lancer. Elle y raconte le destin hors norme de 25 femmes audacieuses. Son premier portrait n'est autre que celui de Clémentine Delay,
La femme à barbe, figure célèbre de la belle époque, devenue la mascotte des poilus. Le Roquefort est l'un des fromages les plus célèbres au monde. Il est fabriqué dans un petit village de 700 âmes, au pied du rocher du Combalou, dans la région des Grands Causses. Vous êtes ici, vous y emmène ce soir. Le village de Roquefort, dans le sud de la France, s'est développé autour des fleurines, des failles dans la roche dans lesquelles s'engouffre le vent. Les hommes ont aménagé des kilomètres de tunnels pour récupérer l'air extérieur et le faire circuler dans les caves où mûrissent les fameux fromages. Visite dans les caves de Delphine Carle, maître raffineur depuis 3 générations. C'est l'un des secrets les mieux gardés de l'Aveyron. Mais on murmure son nom dans le monde entier. Roquefort. Quand on parle de Roquefort, ça renvoie à certaines valeurs, à un certain imaginaire. Diderot l'avait couronné le roi des fromages. J'ai conscience de fabriquer un produit d'exception qui fait partie du patrimoine gastronomique français, oui, ça c'est clair. À la pointe sud du Massif central se cache le petit village de Roquefort. C'est au pied du rocher du Combalou que cette cité de 700 habitants a pris ses racines. Ici, on fabrique du Roquefort depuis le Moyen-Âge. En 1925, c'est la consécration. Roquefort devient le premier fromage de nos terroirs à bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée. Le secret d'un fromage d'exception passe d'abord par son lait. On le doit à une espèce locale, la brebis lacône. Sur les 7 maisons qui produisent du Roquefort, une seule respecte encore les méthodes ancestrales. Dans la famille Carle, on affine un fromage entièrement fabriqué à la main, avec le lait cru du jour depuis 3 générations. C'est très important d'avoir un lait le plus frais possible, donc c'est pas la peine d'aller le chercher à l'autre bout du département, puisque nous on va travailler avec le lait du jour. Et très important d'avoir des producteurs qui élèvent leurs brebis de manière traditionnelle avec beaucoup de pâturage à l'herbe. D'un bon lait, on fera un bon Roquefort. Si on n'a pas de bon lait, c'est pas possible. Pour arriver à ce Roquefort de 3 kilos, il a fallu 14 litres de lait de brebis et 3 mois de patience. L'aspect du Roquefort, c'est d'avoir un bleu bien réparti, une pâte ivoire, pas trop blanc non plus, ivoire. Voilà, c'est vraiment la couleur caractéristique d'un bon Roquefort. Et avec un bleu ni trop sombre, ni trop clair. Voilà, tout est dans la subtilité, le Roquefort. Dans ces caves, Delphine ne veille pas seulement sur ses fromages. Elle garde aussi un précieux secret. L'élaboration du champignon qui donne ses veines bleutées au fromage, le fameux Penicillium roqueforti. Chez les Carle, c'est dans le pain qu'on le cultive. Ce pain, ça donne cette poudre. C'est notre trésor, ça, c'est le Penicillium roqueforti. Le champignon est dilué dans le lait caillé. Pour se développer et prendre sa couleur bleutée, il a besoin d'air. Dernière opération avant la mise en cave, le piquage qui permet une aération parfaite du fromage. Et là, vous voyez les trous. Voilà. Alors là, les ouvertures sont faites et après, le bleu va se nicher dans ces ouvertures-là. Quelques étages plus bas, sur des travées en bois de chêne, les Roqueforts vont sommeiller pendant près d'1 mois. C'est l'affinage. À mesure que le pénicillium se développe, la couleur, la texture et le goût des fromages vont se transformer. On ralentit ensuite l'évolution du champignon grâce à un emballage protecteur. Pour faire de ce simple fromage de brebis un Roquefort, il fallait un dernier miracle. Une ventilation naturelle, fruit d'un phénomène géologique exceptionnel. Les fleurines. Les fleurines, ce sont les trous souffleurs en occitan. C'est un système de failles créé par le glissement de masses rocheuses. En glissant, elles se sont fracturées et donc elles ont formé des fissures. Donc c'est ces fissures qui parsèment cet enchevêtrement de blocs qu'on appelle les fleurines.
À Roquefort, ceux qui connaissent le mieux les fleurines, ce sont les affineurs, qu'on appelle ici les cueilleurs de vent. Oula, là ça souffle. Jacques Icard est maître affineur pour la maison Société. Les fleurines qui soufflent dans ces caves plongent jusqu'à 200 mètres sous terre. Voilà, là on se trouve au cœur de l'éboulis du Combalou. C'est un enchevêtrement de roches dans lequel l'air s'engouffre, circule à l'intérieur, se charge d'humidité et arrive dans nos caves pour ventiler et amener l'humidité nécessaire à l'affinage. Ce que j'appelle moi le poumon des caves de Roquefort. Les deux obsessions de l'affineur, c'est la température, qui ne doit pas être trop élevée au moment où on amène les fromages dans les caves. Et puis il y a le taux d'humidité de nos caves. Jamais moins de 8 degrés, jamais plus de 12, et 95% d'humidité toute l'année. Le Roquefort a besoin de cette constance pour fleurir et faire saliver les gourmets. Je crois que le Roquefort, c'est comme une sorte de virus. Une fois qu'on l'a attrapé, qu'on est un peu tombé dans sa marmite, on se rend compte que c'est tout un monde et tout un univers voilà, dans lequel on se régale de plonger. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à la semaine prochaine.